Tu vois que ça tourne bien? Ouais, c'est bon. Je suis bien là? Très bien. Ça enregistre? Ouais, ça enregistre, ça reste. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, dans la dernière émission, on avait vu les tatoueurs des années 50. Attends, je viens de dire bonjour. Vas-y. Mon frère, serre-nous à boire, écoute-moi un peu parler de mes chagrins, écoute-moi parler d'elle avec au fond des yeux, ce plaisir indécent d'aimer broyer du noir. Mon frère, serre-moi donc à boire, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Bonjour Mickaël. Salut. Dans la dernière émission, on avait vu les tatoueurs des années 50. Ah, on avait vu un petit peu, hein. J'étais Alors, parti un peu, voilà, j'étais on, parti un peu en vrille, ouais. on est un peu parti sur l'argot. Ouais. C'est un peu dévié On à cause. reparlera de l'argot de façon un peu plus approfondie et plus sérieuse. C'est de ma faute, je t'ai lancé sur le mot bousille et Ouais, du coup, tu es parti ta sur, faute, ouais. sur, sur tout le thème. Bon, mais donc là, du coup, aujourd'hui, on va vraiment voir ce que c'était le tatouage dans les années 50 et cette période qui était un peu bizarre par rapport à que ce soit aussi bien au niveau de la société que le tatouage. Mmh. On va essayer de voir un peu tout ça. Années 50, alors ce que je disais en début d'émission avant de partir totalement hors sujet, les années 50, le tatouage s'arrête pour plein de raisons. D'abord, c'est sociétal. C'est-à-dire qu'après la guerre, c'est la reconstruction, on dégage, les bidonvilles, on dégage, bon les bidonvilles, il y en a eu jusque dans les années 70, hein, vers Nanterre, tout ça, mais on dégage quand même énormément de choses et on est en pleine reconstruction du pays et du coup, bah, ce qu'on avait appelé un peu les justement de ce que je parlais au début, les débats-fonds, tout ça, ça tend à disparaître parce que, bah, forcément, le pays, est en pleine effervescence, en pleine production et puis les gens, bah, ils ont envie de chanter. Ils viennent de se taper une guerre, donc ils ont envie de jours heureux. Bah, le tatouage du coup, il a plus tellement sa place parce que le tatouage, bah, il était quand même, bien, dans un milieu assez pauvre, où il se passait des faits divers, et donc le tatouage à partir des années 50 et bah, il va pratiquement disparaître et en plus, comme j'expliquais, effectivement, les seuls tatouages que tu vois qui sont assez récents, ce sont des tatouages des revenants des camps de concentration, des survivants et voilà, ça a plus tellement la cote, dans le cinéma, dans des années 50, plus tellement, alors que dans les années 30, on fera une émission sur le tatouage et le cinéma, mais tu avais du tatouage qui va revenir après dans les années 60, mais dans les années 50, le tatouage, il est plus tellement là et finalement, tu vas retrouver, plus un tatouage, de presse où on va un peu, se moquer du tatouage, voilà, ça va être, on va faire tourner un petit peu, dans des dessins potaches, tu sais? Où, ça va être tout tatoué, tu vois? Tout à toi, tu vois? Genre, tous les trucs un peu pourris, tu vois? De l'humour complètement naze, d'almanach, machin, tu vois? Mais ça va s'arrêter pratiquement là. Exception faite pour, 1950, Giraud, Delarue qui font, ce fameux livre Le tatouage du milieu et qui vont, faire renaître un petit peu ce monde qui s'était passé, avant la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres en tous les cas, puisque, c'est vrai que la plupart des photos viennent de l'entre-deux-guerres. Mais sinon, voilà, ce tatouage disparaît et donc, comme je l'avais expliqué, tu as des tatoueurs en 1950 à Paris, surtout à Grenelle, un mec qui avait une maison, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un shop privé, puisqu'il avait pas pignon sur rue, mais qui était, réellement tatoueur et qui avait, des dessins, donc sur les professions, mais des professions, comme je le disais, sur les pompiers. Il avait des modèles francs-maçons, il avait des modèles, de compagnonnage, il avait des modèles comme ça, avec la colombe de Picasso, tout ça et donc c'est très étonnant de voir, ce ce genre de modèle, exister en France parce qu'on n'a pas tellement de témoignages et il se plaint de plein de choses. Il se plaint de la mauvaise publicité, de dire également déjà dans les années 50 que le tatoueur, pouvait refiler des maladies, parce qu'effectivement la syphilis, bon, bah, c'est encore ça avait été quand même, on en reparlera, mais c'était quand même, super chaud dans les années 1900
En 1900, un Apache, il fallait qu'il soit, naze et bousillé. C'est-à-dire, qu'il fallait qu'il soit syphilitique et tatoué. Tu vois? Autant te dire que l'ambiance était assez spéciale et donc les tatoueurs des années 50, bah, ils récupèrent un peu tout cet héritage, qu'il y avait eu, 30 ou 40 ans avant et il se plaint de ne pas pouvoir, trouver d'apprentis, de ne pas pouvoir, céder son fonds de commerce, de ne pas pouvoir trouver des clients, tout ça et là, tu arrives sur les départs d'Indochine et après sur le départ en Algérie, mais en tous les cas, là, dans les années 50, en tous les cas, début des années 50, ça va être ça. Fin des années 50, ça va être l'Algérie, hein, Bruno part en Algérie, Bruno de Pigalle part en Algérie en 1957, hein, et il trouve plus de clients. Voilà, le tatouage, disparaît, tout doucement et je te dis encore une fois, on va avoir quelques dessins de presse humoristiques avec toujours le mec qui a un bateau sur le ventre, il va se baigner à Trouville et le bateau monte, il se met à flotter, enfin il y a une ligne de flottaison, tu vois? Il y a vraiment des trucs, c'est un peu râler pas crête, tu vois? Mais voilà ce que le tatouage, va véhiculer comme image, tu vois? Ça va être un truc assez léger et encore une fois les gens, l'étonnement n'est plus là et toutes les années 50 et surtout les années 60, il va y avoir une presse qui va sortir et qui va montrer le tatouage, comme quelque chose parce que les mecs rentrent du bagne, le bagne c'est fini, c'est terminé, donc tu vas voir tous ces mecs qui vont revenir, qui eux par contre sont vraiment, full tatoués, hein, tu avais les mecs qui revenaient de Guyane, Cayenne, tout ça, qu'on appelait les vieux blancs, qui vont revenir et eux ils ont beaucoup de tatouages. Mais, ils sont marginalisés, je veux dire, ça reste, des mecs qu'on laisse un peu sur le côté comme ça. Douaneau, encore une fois, parce qu'on n'a pas 50 millions de photographes à cette époque-là, il va faire des photos de ces anciens personnages, un peu, délaissés comme ça, je pense pas qu'ils avaient, véritablement, une grosse source de revenus. Je sais pas ce qu'on pouvait leur donner tous les mois à ces gens-là qui avaient passé leur vie comme ça au placard. Mais en tous les cas, et en plus, le tatouage, encore une fois, est très, très mauvaise facture, il est tout pourri, le tatouage des années 50, il est vraiment minable, hein. On est juste à 1950, on est avant les blousons noirs. À partir de 55, on a les proto blousons noirs qui vont arriver, qui vont surtout commencer à sortir à partir de 57, 58 et puis après les années 60, il va y avoir véritablement avoir les blousons noirs. Eux, ils vont se faire tatouer des modèles, peut-être un peu plus américains. On va commencer à perdre totalement l'école française, hein, là. L'école française se perd. Mais dans le milieu carcéral des années fin 50, début 60, on a quand même des pas de chance, Mauvaise Étoile, machin, tout ça. Mais comme je dis souvent, ils ont l'air et pas la chanson. C'est-à-dire qu'ils vont se faire tatouer des trucs qu'ils ont certainement vus sur des anciens qui sont encore là en tôle et qui, eux, ont de la véritable bousille. Mais c'est un peu fini déjà, tout ça, c'est terminé, on est passé à autre chose, quoi. Et à partir des années 60-65, on a un phénomène de bande qui arrive en France, qui n'existait pas avant. Parce qu'on parle des Apaches, tout ça, mais on n'était pas véritablement dans les bandes structurées avec un dressing code différent, vraiment différent. Je veux dire, comme il va arriver en Angleterre, à Londres, où on va avoir les mods, on va avoir les rockers, après on va avoir les skinheads à partir des années fin 60, après les punks dans les années 70. Tout ça, véritablement, ça n'existe pas. Même si dans les années 1900, j'ai des revues où on explique le look des Apaches par quartier, où ils n'avaient pas les mêmes casquettes, ils n'avaient pas les mêmes frocs, ils n'avaient pas les mêmes. Mais je veux dire, là, on est vraiment dans le petit détail. Mais alors que quand tu prends dans les années 60, entre un rocker et une autre catégorie ou un mod, le mec est en costard, l'autre est en cuir, je veux dire, ça rien à voir, on n'écoutait pas la même musique, on n'était pas du tout branchés dans le même délire, quoi. Et tous ces gens-là étaient tatoués. Là, on est encore dans un monde marginalisé, de bandes, tout ça, donc le tatouage est vraiment présent. C'est eux les gardiens du tatouage, les gardiens du temple, c'est eux. À ce moment-là, véritablement, les rockers dans les années fin 50, début 60, c'est eux qui vont conserver cette tradition du tatouage qui va durer. Après, avec les rockabilly, les rocksteady, tous ces groupes qui vont émerger, c'est eux qui vont garder ça. Mais les années 50, c'est vrai que c'est vraiment très, très pauvre. Mais on peut trouver des exemples comme ça dans la presse. Il y a Jean Boulet qui va arriver fin des années 50, début des années 60, donc des personnages très étranges. Et le tatouage va être un peu tourné comme un mystère. On va inventer des trucs. On va inventer des messes noires. On va inventer des espèces de sabbats. On va inventer un faux truc de faux templiers de je ne sais quoi. On va inventer n'importe quoi en fait pour faire vendre. Mais n'importe quoi. C'est-à-dire que même les photos qu'ils vont faire sur des trucs ultra sérieux, comme le Bristol Tattoo Club qui vient des années 50 à Bristol, en Angleterre,
Tout de suite, on va tourner ça parce qu'ils ont une petite chauve-souris. Moi, je suis membre de Bristol Tattoo Club depuis longtemps. J'ai toujours mon diplôme avec la même chauve-souris que des années 50. Bah, ils vont tourner ça en disant: «Ah, chauve-souris, parce que ça vit la nuit, parce que par le mec, c'est des vampires quand tu les écoutes», tu vois? C'est n'importe quoi, en fait, mais c'est exactement les mêmes conneries que tu pouvais entendre dans les années 1900 sur les bandes parisiennes. Tu vois? Quand tu écoutais ça, tu avais l'impression que les mecs, c'était des buveurs de sang, quoi, tu vois? Donc c'est pas du tout, mais c'est vrai que bon, voilà, ça le tatouage se casse la gueule. Les années 50, voilà. Je dis tout ça pour juste finir par ça, quoi, en fait, mais c'est un peu triste, mais c'est vrai que ces années-là, c'était pas cool, quoi. Donc 1950, ça a vraiment le tatouage à mauvaise presse. On est vraiment. Puis il est pas beau. Il est en plus pas beau, tout se Ouais. perd. Bon, c'est un peu le creux de la vague, quoi, si on peut dire. Par Puis il a contre, pas tellement, excuse-moi, mais il a pas tellement de raison d'être. Quand tu es au bagne en 1920 et que tu es vraiment en train de casser des cailloux, au fin fond du désert et machin et que là, tu en chies, pas comme pas possible, dire, il y a une énorme légitimité, si tu veux, à aller, se tatouer de la tête aux pieds. Quand, tu arrives dans les années 50 où tout le monde a du travail, qu'il y a plus de chômage, qu'au contraire, tu cherches des ouvriers, c'est pour ça qu'ils ont ramené autant de gens, tu vois? Et que bon, bah, que les gens finalement, bah, ils pensent qu'à un truc, c'est à faire, tourner, Simone, le soir, dans les petits, bistrots parisiens. Pourquoi aller, s'emmerder à se faire des tatouages? Enfin, je veux dire, le malheur des années 20, est plus tellement présent, même si encore une misère en France, mais enfin la misère des années 50, là, c'était quand même le plein emploi, tu vois? Là, encore une fois, c'est comme l'entre-deux-guerres, hein. Tu prends 1920, c'était les années folles, hein. Après la guerre de 14, après la boucherie de 14, les gens, ils avaient la tête à la fête, quoi. Ils avaient pas la tête, oui, donc quand la vie est douce, le tatouage se fait plus rare. Par contre, sauf en ce moment. Sauf, ah ouais, moi, alors ça, c'est Sauf encore. les années 90, 2000, tu vois? Bon, les années sont pas spécialement dures, hein, je veux dire, mais Oui, voilà. après, c'est pour peut-être d'autres Oui, raisons, oui, mais c'est d'autres raisons, qu'on bien sûr. étudiera, qu'on verra plus tard. Ouais. Tu as parlé brièvement là tout à l'heure de Bruno de Pigalle. Alors là, c'est plus dans les années, on va dire 60, hein, Mmh. son premier salon 63, je crois. Ouais. Euh, Ouais, là, c'est ça, il démarre en 60, 61 et 63, c'est le shop, ouais. alors, est-ce que tu peux introduire rapidement quand même Bruno de Pigalle? Parce que là, on arrive à la fin des années 50, mais du coup, on est peut-être sur une petite renaissance, un rebond du tatouage là en Oui, mais c'est France. un rebond qui est fait, qui se fait, j'ai envie de te dire, c'est un rebond sans être un rebond. La nouveauté, c'est qu'il y a un shop. Ah oui, mais La nouveauté de Bruno de Pigalle, c'est que c'est le premier qui ouvre un shop en tant que tatoueur voilà, et avec une patente, qu'il a le droit de tatouer. ce qui est inédit. Ce qui est une première. Mais c'est pas une première d'avoir un shop. J'expliquerai j'expliquerai où, j'expliquerai comment, mais les shops, en France, il y en a eu. Mais Bruno, oui, véritablement, lui, il veut faire les choses bien, il veut faire machin, donc il y a une émission, allez regarder l'émission de Bruno de Pigalle, on raconte toute sa vie, et c'est très intéressant parce qu'il a une vision, Bruno, de son époque, si tu veux, tu vois? Il va pouvoir te parler du tatouage à partir de sa propre expérience qui démarre en 1960. Ce qui va se passer avant, Bruno, d'abord, c'est pas un collectionneur, c'est pas quelqu'un qui va, même si ça devient un sacerdoce, que le tatouage, il aime ça et qui fait des séminaires et tout ça dans les usines pour essayer justement de donner une bonne image du tatouage qui est très très mal vu encore dans les années 60, hein. On se rend même pas compte, la piscine publique était interdite pour les tatoués, exactement comme ce qui se passait au Japon, tout ça, c'était, enfin, je veux dire, on parle des autres pays, mais en France, c'était, pour vraiment véritablement quelqu'un de tatoué. Alors pour un tatoueur, je t'en parle même pas. Mais, c'est vrai, et Jean Boulet va se rapprocher justement, Jean Boulet va se rapprocher de Bruno. Bruno, il avait un mot pour parler de Jean Boulet, il disait un excentrique. Mais c'est vrai que Jean Boulet, c'était un excentrique, qui avait un singe sur l'épaule, qui était, homosexuel pour l'époque, ce qui était, assumé, hein, je parle, hein, ce qui était quand même pas tout le monde. Après, tu as eu des cabarets, tu as eu Michou qui est arrivé, tout ça dans le quartier, tout ça, mais Jean Boulet, lui, il assumait le truc, jusqu'au bout, tu vois? Et un petit peu comme, Michel Simon. Alors si dans les années 50, tu vois, tu as des gens comme Michel Simon. Michel Simon, un immense acteur, je vous encourage à regarder, Boudu sauver des eaux, La Talente, des films comme ça qui sont absolument admirables, avec une gueule pas possible et tout, et lui, c'était un obsédé sexuel. Heu, Michel Simon, plus grosse collection de plaques de verre et de photos, justement sur des scènes, vraiment, hard, où lui-même se mettait en acteur et tout ça, quoi, avec des hommes, avec des femmes, avec, genre Michel Simon, il avait aucun problème là-dessus, et c'était totalement assumé, tout le monde le savait, il en avait rien à foutre, et lui, il va rencontrer Bruno. Alors lui va se faire tatouer, il va aller à Amsterdam, il va aller dans plein d'endroits vraiment, il va aller dans les quartiers où il y a les putes, hein, et il va se faire tatouer,
Et dans La Talente, on le voit, il est tout tatoué, il se met une cigarette dans le nombril, il a un visage, il fait semblant que le visage fume la clope. C'est mortel, hein, c'est vraiment génial. La Talente, c'est les années 30, hein. Et il va continuer de se faire tatouer. Et quand il va rencontrer Bruno, Bruno qui est un jeune tatoueur, hein, il doit avoir 29 ans, parce que je crois qu'on est en 66. Il vient de créer un club qui s'appelle le Tattooing Club de France. Ce que je trouve assez bizarre, hein, pourquoi il ne l'a pas appelé le Club des tatoués de France? Pourquoi? Et je dis ça, mais à côté de ça, moi j'ai fait le French Tattoo Museum, parce que j'ai voulu que ce soit international, et peut-être que Bruno a voulu faire la même chose. Peut-être qu'il a voulu que ça parle à tout le monde, et surtout à Lyle Tuttle, qui à cette époque-là, dans les années 60, venait tout juste de faire son association à San Francisco. Et en 64, moi j'ai le journal de Lyle Tuttle de 64, où il dit qu'il y a un shop de tatouage qui vient d'ouvrir en France, à Paris, Bruno de Paris, tu vois, il dit pas Bruno de Pigalle, c'est assez drôle. Un peu comme le bourreau Anatole Desblair qu'on appelait Monsieur de Paris, bah tu vois, là c'était un petit peu le cas, on en reparlera d'Anatole Desblair. Et donc Bruno fait ça, et il propose à Michel Simon d'être le président du Tattooing Club de France. Donc on est dans les années 60, et c'est quand même Michel Simon qui devient le président des Tattooing Club de France. Donc il faut bien se rendre compte, il faut bien que les gens se rendent compte, et il faut surtout que les passionnés de tatouage des années 1900, 1910, 1920, qui ont l'impression que c'est un truc anti-flic, anarchiste, hors système. C'est pas si évident que ça. D'abord, ils se font des trucs mais on fera une émission là-dessus, ils se font des trucs anti-armés à partir du moment où ils sont prisonniers. Avant, ils se font des trucs pro-armés. Et sur les mêmes corps, on voit des trucs Maréchal Foch, Pétain, ce que tu veux, et après, à bas l'armée. C'est-à-dire que suivant au moment où ils étaient dans leur vie, suivant s'ils étaient militaires ou s'ils étaient au bagne, ils ne faisaient pas les mêmes tatouages. Donc, premier matos de tatouage qui arrive, Phil Sparrow, 1955-56, il l'offre à Jacques Delarue, commissaire de police de Paris. Jacques Delarue, ça devient le premier membre du Tattoo Club, un marchand de matos américain qui s'appelait Zeiss, et qui fait rentrer le premier Français en tant que membre, c'est un commissaire de police. Donc ça veut dire que le premier président du Tattooing Club de France, c'était un acteur homosexuel, et le premier adhérent d'une association, c'était un commissaire de police. Donc, et toutes les photos, on les doit à qui? On les doit à des policiers ou à des médecins de prison. Donc, faut pas être trop anti-police, faut pas être trop anti-machin, tout ça, parce que finalement, c'est un petit peu quand même grâce à eux que moi, je veux bien qu'on soit anti-flic, qu'on soit anti tout ce qu'on veut. Mais Jacques Delarue, c'est le mec qui a pratiquement le plus bossé pour le tatouage, qui a le plus fait connaître le tatouage à cette époque-là, et c'est à lui qu'on doit un des plus gros fonds. Le fonds Phil Sparrow, Jacques Delarue, avec tout le matériel et tout ça, maintenant, il est chez moi. Et je peux vous dire que c'est un fonds qui est assez conséquent, avec des pièces uniques et qui sont en France, grâce à Jacques Delarue. Si on a ces pièces aujourd'hui en France, c'est grâce à un commissaire de police. Il faut aussi replacer ça dans la discussion, je pense, c'est important. Très bien, donc 1950, un peu le creux du tatouage en France. 1960, là, on arrive vers doucement une professionnalisation, on va dire. Ouais. Mais alors, à quel moment on a eu vraiment un âge d'or, puisqu'il y a eu un âge d'or du tatouage en France, un vrai savoir-faire, à quel moment c'est arrivé? Eh ben, mon petit Grégoire, je pense que là, il faudra faire une émission, parler de l'âge d'or du tatouage, parce que là, bah, forcément, l'âge d'or du tatouage, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Là, on est à 18 minutes. 18 minutes, écoute, je crois que c'est bon, parce que sinon, là, je vais repartir pour 20 minutes. Ça va faire peut-être une émission un peu longue. Parce qu'après, il faut qu'on mette des photos, tout ça, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais l'âge d'or du tatouage, voilà, et pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, on parlera de l'âge d'or, mais il y a eu plusieurs âges d'or du tatouage. Bon, on verra ça justement. Voilà, on verra tout ça, on reparlera. En tous les cas, j'espère que ce genre de format vous plaît. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. On aimerait avoir votre avis sur ce genre de format-là. Voilà, c'est des discussions, c'est un peu spontané. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis suivez-nous, voilà, abonnez-vous à la chaîne. Pensez aussi à l'Instagram, et puis faites tourner un peu sur vos réseaux. Si vous le faites, mettez un hashtag pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse nous aussi repartager vos propres posts, parce que à chaque fois, c'est vrai que ça nous fait plaisir, et puis on découvre d'autres personnes. J'ai reçu ce matin, je le dis parce que j'ai reçu un message sur Instagram d'un mec qui est au Chili et qui m'a envoyé une main dans un bocal de formol. Je vais te le montrer, tu vois, c'est un truc de ouf. Je te jure que c'est hallucinant. Et le mec me dit oui, je crois que c'est de la bousille française. Et alors? Non, pas de la bousille française. Mais comme ça vient d'Afrique du Nord,
1896, oui, alors tu te trouves sur des motifs berbères kabyles. Bon, la main, tu sais pas pourquoi elle a été coupée, pourquoi elle s'est retrouvée au Chili, tu vois? Tu sais pas ce que ça fout là. En tous les cas, une main, tu vois, un truc, genre, je sais pas si je la mettrais, Non, ça, on va faire attention, ouais. on va faire attention, ouais. Mais en tous les cas, voilà, c'est dans un musée, hein. C'est pas lui, il a pas ça, lui, il a pris ça dans un musée, truc espèce de musée de l'homme, tu vois? Mais en tous les cas, ça vient de France et ça vient de je pense que c'est tunisien, d'après les modèles que j'ai vus et comme il y avait un espèce d'animal au-dessus, il a cru que c'était un peu, biribique, tu vois? Mais, pas du tout. Enfin bon, voilà. Donc, quand on m'envoie des photos, des trucs comme ça, bah, c'est toujours, hyper intéressant parce que moi, ça me permet de rebondir sur des nouvelles recherches et tout ça. Donc je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde.